comment on fait, entre autres, pour être capable de survivre à ça? Est-ce qu'il faut avoir des croyances plus grandes que soi pour être capable de survivre à un événement aussi tragique que celui-là? Je pense qu'on ne survit pas. Moi, cette journée-là, le 20 février, la Isabelle Gaston qui existait est morte. Elle est vraiment, là, j'existe plus comme j'existais avant. Toi qui as étudié en médecine, tu sais que c'est le cerveau qui doit mettre dans des compartiments. Oui. Parce que c'est trop dur à vivre autrement. Oui, mais en moi, je vois un peu comme un œuf qui a une petite craque. Je sais pas si l'œuf, il va réussir à aboutir ou s'il va craquer puis que je vais devenir folle. En fait, j'ai toujours cette crainte-là. De basculer dans la folie. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu réussis à ne pas basculer dans la folie? Il y a des... je pense que c'est mes enfants. J'aurais l'impression qu'ils mourent. Je les ferais mourir une autre fois. À un moment donné, j'ai eu quelques moments où j'ai vraiment pensé que j'allais mourir parce que l'ennemi numéro 1 à ma vie, c'était moi. Moi, très tôt dans le processus, là, je me suis fait une boîte que j'appelle ma boîte de survie. OK? J'ai caché dans cette boîte-là tous les médicaments avec la liste pour réussir un suicide là, en l'espace de 3 minutes. Donc, je me suis dit, bon, OK, c'est ma vie, c'est moi qui souffre. Je me donne un contrat d'1 an. J'ai dit, commence par faire 1 an, Isa. Je me parle un peu comme ça, là. Je sais pas si c'est... Mais je me suis dit, bon, 1 an. On fait 1 année, puis si jamais t'es plus capable, si vraiment t'arrives au bout, là, puis que vraiment t'es pas capable, ben tu prends la boîte, puis ça t'arrête. Donc, à partir du moment où je me suis donné le droit de pouvoir m'enlever la vie, ça m'a donné de la force. Un événement très, très important le 29 janvier 2009. Tu es entré à l'hôpital d'urgence au Royal Victoria, aux soins intensifs. Et puis, j'allais dire, presque sous menace de mort, les médecins ont dit, il faut que tu cesses de boire. Donc là, maintenant, tu es sobre depuis quelques mois. Et puis, à ta demande de refaire l'entrevue pour présenter l'autre Éric Lapointe, si tu me permets, on va aller voir l'ancien Éric Lapointe. On n'est pas obligé. Oui, mais m'a dit pourquoi je vais y aller. Je vais y aller parce que je trouve que malgré le fait que tu avais pris effectivement de l'alcool, ce qui m'a étonné, c'était la cohérence, une grande lucidité. Tu étais extrêmement touchant. Il y a un bout où la vie est drôlement faite parce que ce que tu nous disais à cette entrevue-là, quelque part, c'est un peu annonciateur de ce qui allait se passer le 29 janvier. Regardons ensemble un court extrait. Tu as eu 39 ans, ironiquement, j'allais dire hier. Et toi qui t'es toujours dit... De là, ma face en paquet. Non, mais écoute, t'es encore là. T'es encore là. T'as souvent pensé que tu vivrais pas aussi longtemps. Avec le rythme de vie effréné que j'ai mené bon, dans ma jeunesse, j'avais toujours l'impression que je ne ferais pas longtemps. Finalement, j'avais sous-estimé l'endurance du corps humain. Veux pas, à un moment donné, justement, le corps humain t'amène à ralentir. T'étais pas en train de me dire que t'es un homme comme tout le monde, c'est-à-dire que ton corps te parle? Non, je suis en train de te dire que je commence à l'écouter. Ouais. Doris, là, c'est la personne que tu vas voir quand tu vas pas bien. Elle te fait couler un bon bain chaud, dis-moi si je me trompe. Ouais. Elle te prépare ce que t'aimes, elle te pose aucune question. Moi, quand je filme pas, peut moi arriver. Dans mes yeux, elle sait tout de suite, de toute façon. Tu sais. Qu'est-ce qu'elle te dit? Non, elle me laisse redevenir un enfant, c'est tout. C'est juste ça. C'est important, ça. C'est important, c'est comme l'ultime refuge, quand tu vas pas. L'hôpital de l'âme, c'est ta mère. Quand tu regardes ça avec un recul, ça te dit quoi? Ben, je suis une proie facile pour toi, là. C'est pourquoi? C'est dans le sens que, dans un autre état d'esprit, tu vas le constater dans les prochaines minutes. Ta mère a vu son fils dans toutes les conditions inimaginables et elle t'a vu au moment que tu es à l'hôpital Royal Victoria. Te souviens-tu de ne pas l'avoir reconnu à l'hôpital à un moment donné? J'étais dans un délire complètement fou et je reconnaissais pas nécessairement les gens. J'étais pas nécessairement dans un hôpital, dans ma tête. En tout cas, dans mon cerveau, j'étais dans un autre univers qui était pas très, très joyeux. Et cet univers-là, je m'en souviens.
Donc, tout ce que j'ai pu faire, là... Tu t'en souviens? Je me souviens pas nécessairement ce que les gens ont pu observer, mais je me souviens de ce qui se passait, dans quel monde j'étais. Moi, j'étais dans le monde qui n'existait pas. Un monde parallèle. Ouais. Donc, et puis, j'en ai jasé avec. Ça n'a pas dû être facile pour elle, parce qu'évidemment, voir son fils attaché en plein délire pendant des jours et des jours. Elle m'en a parlé. Elle a eu peur que ça aurait été un peu une possibilité que je fasse une psychose et puis j'ai des lésions au cerveau puis que je revienne jamais, tu sais. Toi, as-tu eu peur? À vrai dire, j'étais un petit peu trop sous l'effet de la médication pour m'en rendre compte. J'ai eu peur pendant le délire, en tout cas de ce que je me souviens. C'était une peur très intense. Mais t'as-tu eu peur de pas en sortir? Tiens, c'est ça plus la question. Oui. Oui, parce que d'une certaine façon, t'es conscient que t'es fou. Tu le regardes, là, Éric Lapointe, là. Est-ce que tu le reconnais, ce gars-là? Ben ouais, évidemment. J'ai cohabité avec pendant les 20 dernières années. Mais effectivement, à l'époque où on a fait cette entrevue-là, il y avait une réflexion qui était amorcée. Et beaucoup du fait que j'étais rendu malade. C'est sûr que j'ai vécu avec l'alcool, j'ai vécu une histoire d'amour passionnée, une folle histoire d'amour. J'étais allé au bout de mes passions avec l'alcool. J'aurais sûrement pas écrit ce que j'ai écrit et fait les albums que j'ai faits. Et le cheminement a été complètement différent aussi. Mais ça s'est dit, dans les dernières années, j'avais plus de plaisir, tu sais. C'est-à-dire, tant que tu bois par passion, pour avoir du fun, pour vivre des moments intenses, pour te rapprocher de tes émotions peut-être un peu aussi, quand ça devient, tu bois par besoin, et que tu es conscient que c'est un suicide calculé, et qui, Donc, toi, tu étais conscient les dernières années, les dernières semaines, les derniers mois, que là, tu t'en allais vers la perte. Oui, définitivement. Je pense que j'ai poussé jusqu'au bout, jusqu'à temps que le corps lâche. D'une certaine façon, peut-être que j'avais envie de mourir jeune, tu sais, à 20 ans... Tu veux vivre tout à fond, puis il y a quelque chose de romantique dans la mort. Puis j'ai toujours été un mélancolique aussi dans l'âme, et je me suis baigné dans la mélancolie à m'y noyer, tu sais. Ouais. Et d'une certaine façon, c'était un peu dans mes plans de mourir jeune. Finalement, je me suis rendu compte que... T'as tôt la vie, hein? J'étais rendu trop vieux pour mourir jeune. Il faut que je trouve d'autres plans. Général Dallaire, quand vous voyez l'homme fort que vous étiez, s'effondrer comme ça, ne plus avoir de contrôle sur ses émotions, ce qu'on vous a donné comme doctrine quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent, quand vous étiez adulte, est-ce que vous vous regardez en disant « mais je vais-tu m'en sortir un jour » Vous regardez comment? La honte de moi-même et la culpabilité de ne plus être capable de fonctionner, d'avoir laissé mes fonctions. J'avais des responsabilités, mais je n'étais plus capable de gérer moi-même. Quand on m'a licencié des Forces armées à l'an 2000, finalement, même après le retour à temps partiel, et avec des médicaments, même là, on m'a dit là, il faut décider, arrêter tout ce qu'il y a sur le Rwanda, tout ce volet-là, ou arrêter l'armée, un des deux. Et ce qu'ils ont écrit, après 35 ans de commandement, qui est, moi, la raison pourquoi que j'étais là, c'est pour commander des troupes, pour faire des choses. Il disait, cet officier n'est plus capable de commander dans des opérations. Une ligne. C'était la fin de ma carrière. Général Dallaire, vous avez dit « j'ai serré la main au diable ». Du diable. Du diable. Est-ce que ça a un peu confronté votre foi à vous? Est-ce que ça a un peu ébranlé votre foi à partir du moment où on regarde dans les yeux de certaines personnes et qu'on sent que c'est tellement vide? Est-ce que ça vous a rappelé que vous étiez croyant ou au contraire, vous avez dit « existe l'enfer et il n'y a pas de paradis possible » Non, ce que ça m'a amené, c'est que la réalité du démon. Vous l'avez vu, ce mal-là? Ça, je l'ai touché et je l'ai senti. Il faut être dans un désastre d'être humain massif où on non seulement on mutilé psychologiquement les gens, les mutiler physiquement et les tuer, mais les voir souffrir. T'sais, de voir des gens vouloir voir des êtres humains agoniser et y voir une jouissance dans l'agonie, mais massivement, continuellement, jour et nuit. Et ce qui a frappé, je pense, le plus mes collègues, moi, c'est l'odeur de ça. Il y a une odeur de mal.
Il y a une odeur, le démon a une odeur. Et cette odeur-là nous imprègne comme une huile sur le corps. Quand il parle de ça, votre mari, qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous, Mme Dallaire? Je trouve ça un peu perturbant de voir qu'il était capable de passer à travers tout ça. Allez-vous vous pardonner un jour C'est quoi? les événements du Rwanda? Allez-vous un jour être capable de vivre avec ce qui s'est passé? Jamais. Non, c'est même pas de considérer que je pourrais être pardonné. Parce que ma mission a failli. Et il n'y a pas des séquelles d'infrastructure. Il y a quasiment un peuple qui a été complètement éliminé. Et pire, il y a eu l'humanité qui s'est virée de bord puis nous a abandonnés. Et j'ai pas réussi à les convaincre, même avec tout ça. Et c'est là que c'est la faillite de ma mission. Dans vos veines, il y a du sang rwandais encore? Ah, mon âme est au Rwanda et mon deuil n'a jamais été fait.